so it opened up. Hello. Et salut à tous, c'est Yonim et je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, le talk show 100% basket, 100% NBA. On continue cette semaine nos previews avant la reprise de la NBA le 22 décembre prochain. Je ne sais pas si vous avez hâte, mais personnellement, je commence tout doucement à me hyper très très fort entre le calendrier annoncé par la Ligue cette semaine, les toutes premières déclats des joueurs pendant les training camps, il y a les images des joueurs à l'entraînement. Je ne vais pas vous mentir, KD à Brooklyn, j'ai commencé à transpirer très très fort. Messieurs, on peut vraiment se le dire, la saison est vraiment lancée. Elle s'annonce très particulière avec un gros favori que sont les Lakers et il y a plein de nouveaux projets dont on va parler ce soir. On en a déjà parlé la semaine dernière avec les 8 franchises qu'on voyait truster les bas-fonds du classement à l'Est comme à l'Ouest. On va continuer cette semaine avec 8 autres franchises qui devraient jouer pour une place en play-in. Alors, pas d'inquiétude, on va vous faire un petit topo pour vous expliquer ce nouveau format. La liste des franchises dont on va parler ce soir, la voici. Je vous spoil un petit peu, mais c'est tant mieux pour vous. On va parler de Memphis, on va parler d'Atlanta, on va parler de Phoenix, on va parler d'Orlando, de Washington, de Golden State, de la Nouvelle-Orléans et de Minnesota. 8 franchises qui devraient donc jouer les play-in. Pour le reste, on va faire des émissions prochainement, la semaine prochaine, avec d'une des équipes qu'on verra en play-off. Et puis, dernière émission de preview de cette reprise de la saison, messieurs. On parlera des équipes qui vont jouer le titre. Voilà, ça pour les prochaines émissions. On va continuer une rotation de cet effectif de Time Out. J'ai un tout nouveau Big Three ce soir. Je vais vous les présenter. Ils sont là, bien évidemment. Théo Akar, Sébastien Ligné, Guillaume Pomade. Messieurs, comment ça va? On va commencer ce tour de présentation avec toi, Théo. Théo, comment tu vas? Ouais, écoute, ça va. Et puis, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que la saison est lancée. James Harden a mis les pieds dans un strip club. Donc, c'est bon. La saison est effectivement lancée. James Harden reprend sa meilleure activité. Il m'a volé mon intro, quoi. C'est dit. Les blagues sur Harden, c'est toujours pas mal. Seb, comment tu vas? Tu peux trouver autre chose si tu veux pour lancer cette émission. Comme d'habitude, pour les chanceux qui écoutent sur YouTube, enfin qui regardent sur YouTube, toujours là, il y a des sacrées équipes. Hein. Il y a une casquette d'une équipe NFL dont je n'aimerais pas le nom. Les Cardinals, quand même. qui prennent branlée sur branlée en ce moment. Et puis bon, voilà, à côté, voilà, il y a une franchise que évidemment je n'aime pas, puisque moi, comme les gens peuvent le voir, il y a un petit trèfle. Et il y a toujours l'équipe la plus titrée de l'histoire de l'NBA. On est sûr. Je crois qu'il y a égalité et qu'on va passer devant l'an prochain, mais bon. Guillaume, tu as un droit de réponse. Non, mais je ne répondrai pas. Ils vont vite passer dans le rétroviseur, les Celtics, il n'y a pas de problème. Cette jolie rivalité entre nos chers chroniqueurs. Guillaume, j'espère que tu vas bien. Messieurs, on est parti pour une nouvelle émission ce soir. Je vous rappelle juste avant de lancer tout ça, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, timeout-du8 on air, sur Instagram aussi, sur Facebook, sur YouTube aussi. Seb l'a très bien vendu. Il y a des jolis maillots, des jolis ballons, il y a tout ce qu'il faut et puis il y a surtout des visuels qui vont vous permettre de récapituler un petit peu tout ce qu'on dit. On va notamment présenter pas mal de joueurs et surtout, messieurs, ça m'a pris un peu de temps et surtout c'était très chiant en ce début de saison. J'ai tenté de faire des deep charts avec les effectifs qui sont plus ou moins à jour pour avoir un petit peu de visibilité en tout cas sur les effectifs, qu'on puisse voir comment vont jouer les équipes et surtout qui y a dans les effectifs en ce moment. C'est un petit peu chaud avec la draft, avec les trades, etc., les re-signatures. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Messieurs, on est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. On est parti pour Time Out. Et on est parti pour cette
belle émission de preview NBA avec, comme je vous le disais, les effectifs qui vont, entre guillemets, qui devraient, pas entre guillemets, voilà, qui devraient jouer les play-in, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest. Alors, les play-in, qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait un petit visu aussi pour vous récapituler ce que c'est. Ça a été un petit peu difficile à comprendre. Ça a été un truc qui a été introduit dans la bulle cette saison. Cette fois-ci, ça a été élargi. Alors, on va avoir plusieurs matchs qui vont être joués. Alors, le premier match, ça sera l'équipe qui termine 7e du classement qui va recevoir donc l'équipe qui termine 8e. Ils vont jouer un match. Le gagnant de ce match sera qualifié directement pour les playoffs. Le deuxième va lui affronter, enfin le perdant de ce match-là va affronter le perdant d'un deuxième match, enfin le gagnant d'un deuxième match, pardon. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais voilà, c'est l'équipe 9e au classement qui reçoit l'équipe 10e. Le perdant qui perd ce match donc, est définitivement éliminé. Et donc le gagnant du match 1 et le gagnant du match 2 vont jouer tous les deux pour se qualifier pour les playoffs. Je vous mets un petit visuel pour récapituler tout ça. N'hésitez pas à faire pause si vous ne comprenez pas, mais normalement tout est assez clair. Entre guillemets, enfin en clair maintenant, si vous terminez 7e, vous pouvez avoir 150 matchs d'avance sur le 10e. Vous pouvez quand même vous faire éliminer et ne pas accéder aux playoffs. Ça va redistribuer un petit peu les cartes. Je ne sais pas ce que ça va donner pour cette saison, à voir si ça va être intéressant. C'est la première saison que c'est testé. Rapidement, est-ce que ça vous chauffe, vous les gars, ce nouveau format de, de play-in? Guillaume? Vu l'intensité qu'il y a eu dans les matchs qu'il y a eu entre Grizzlies et Blazers, c'est intéressant. Ça donne des matchs coup près, presque comme vous pourrez voir dans le foot en Europe avec des matchs où en un match c'est plié. Des équipes qui doivent ça fait presque, ça fait des Game 7 en plus en fait, tout simplement. Donc je trouve ça cool. Ça va être, ouais, après, c'est vrai il peut y avoir un petit côté frustrant pour les équipes qui terminent 7e. Si tu te fais sortir, tu peux terminer avec 15 matchs d'avance et être très dominant sur le 10e, et tu peux quand même ne pas accéder aux playoffs. Mais c'est la réalité du sport et de la NBA cette saison, messieurs. Alors, pour ces previews, vous avez décidé, la quasi-unanimité, de commencer à l'Est. On va commencer en remontant tranquillement le classement. Vous avez fait des pronos, messieurs, sur les places où vont terminer les équipes. Toute l'équipe de Time Out a fait ses petits pronostics. On a fait une moyenne et du coup, on a classé les franchises donc à l'Est. On a, pour rappel, les Knicks derniers, les Pistons en 14 et les Cavaliers en 13, les Bulls en 12. Et ben, on va remonter tranquillement, messieurs. On va commencer, et les Hornets en 11 aussi, pardon. On va remonter tranquillement. Du coup, à la 10e place, on va commencer tout de suite. On ne va pas perdre plus de temps avec le Magic d'Orlando. Le Magic, donc, que vous voyez, vous, 10e, les gars. Seb, toi, le Magic, on est ils sont sur 2 qualifications consécutives en play-off. L'objectif pour eux, je suppose que ça va être encore de continuer à, à retourner en play-off. Est-ce que tu les vois quand même play-offable ou pas? Est-ce que c'est une équipe qui t'attire un petit peu quand même à l'Est, Seb? Alors, qui m'attire, c'est un très grand mot. Non, je pense que malheureusement pour les fans du Magic, parmi tous les gens dont on va un peu parler, que ce soit les Wizards, Charlotte, Atlanta, ces équipes qui, elles, se sont renforcées. Pour le coup, Orlando, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a eu un step-up monumental quoi, en termes de talent. Je suis pas certain que les additions vont changer grand-chose. Je pense qu'ils ont vraiment pris un petit retour en arrière là, dans leur construction, si on peut appeler ça une construction, mais je pense que malheureusement pour eux, c'est pas tant leur intersaison à eux, mais plutôt celle des autres qui va faire qu'ils vont passer à la trappe. Euh, Ça manque toujours pour moi d'un franchise player, ça manque toujours de beaucoup de choses, mais quand on voit leur raquette, quand on voit les idées de jeu proposées, il n'y a quand même pas grand-chose. C'est clairement pas l'équipe dont on va parler ce soir qui nous fait le plus rêver en termes de jeu. Donc voilà, moi, bon, il n'y a pas grand-chose. Je sais que certains ici adorent Markel Fultz. Moi, je n'ai jamais adhéré au projet et je continuerai à penser que c'est un mec qui n'aura pas sa place en NBA en long terme. Donc voilà, je suis un peu dur avec le Magic, mais pour moi, malheureusement, ça va être un peu les dindons de la farce cette année. Et ça mérite, pour moi, je pense, de descendre plus que 10e. Mais bon, on Et verra. on aime bien quand tu es dur avec les équipes.
Parce que de l'autre côté, en même temps, tu encenses les bonnes équipes. Donc ça nous va. Guillaume, toi, le Magic, Seb parlait de manque de franchise player. Vucevic, Fournier, pour toi, c'est pas assez. Et est-ce que ça va leur permettre d'aller taper un peu plus haut que cette 10e place auquel vous les prédestinez cette saison? Moi, je les ai mis 10e personnellement, mais disons qu'ils n'ont pas fait un pas en arrière. C'est plutôt les autres équipes autour d'eux qui ont fait un pas en avant, surtout les Wizards et les Hawks que j'ai mis devant. Après, le Magic, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont expérimentés. On les avait vus il y a 2 ans faire un gros run en fin de saison pour accrocher les playoffs et même la 7e place, je crois. Et c'est une équipe qui a quand même plus d'expérience, que ce soit les Wizards ou les Hawks qui ne sont pas en playoffs. Bah, les Hawks, ça fait 2 ans et les Wizards, pareil, je crois. Et du coup, je pense que le Magic a quand même une chance d'aller en playoff sur cet aspect-là. Mais après, niveau talent, c'est en dessous des 2 autres équipes qu'on a mentionnées. Et surtout, je ne sais pas vraiment si l'effectif vit si bien que ça, avec beaucoup de rumeurs autour de trade d'Aaron Gordon. Il y a Mugamba qui n'a pas récupéré du Covid et qui pour l'instant est out indéfinitivement. Et il y a même des spécialistes qui ont dit que c'était possible qu'il ne remette plus les pieds sur un parquet pendant un bon bout de temps. Et je pense qu'il y a un petit peu un mal-être ambiant, je trouve, autour du Magic. Et ça peut peut-être leur faire rater complètement leur début de saison et les mettre hors de la course. Mais je pense qu'ils sont capables, s'ils s'accrochent à la 8e, 9e place et que c'est serré, ils sont capables de mettre un run en fin de saison avec l'expérience qu'ils ont déjà. Ils ont récupéré Cole Anthony à la draft. Et puis c'est vrai que euh, Jonathan Isaac est toujours pas revenu et toujours blessé. Mobamba qui a du mal aussi à revenir physiquement. Ça va peut-être manquer un petit peu de talent et de réels grands joueurs pour aller plus haut. Théo, ce Magic-là, du coup, toi, comment tu les sens personnellement? Est-ce que tu partages l'avis de tes amis chroniqueurs sur ce manque peut-être de talent et surtout le fait que bah, les autres à côté se sont renforcés à l'Est? Complètement, complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, je suis assez d'accord quand les chroniqueurs critiquent le manque de talent de cette équipe parce que c'est flagrant. Et je pense que pour moi, ce qui est le meilleur jeune joueur de cet effectif, qui est Jonathan Isaac, son absence à longue durée va faire énormément de mal parce qu'il stabilisait cette défense dans une attaque qui est quand même très mauvaise. Même en étant en playoff, c'était que la 24e attaque de NBA l'année dernière. Ça reste une équipe qui ne propose rien offensivement. Steve Clifford n'a jamais trouvé la solution pour nous vendre un peu de rêve. John Hammond a continué à drafter des mecs avec des bras super longs. Et puis, il n'y a quand même pas un projet que je trouve extraordinaire pour l'instant. Et se situe un peu dans ce qu'on appelle ces projets un peu middle où ils sont trop forts pour être en reconstruction, mais ils sont en même temps pas assez forts pour jouer autre chose que les ventres mous. Donc, à voir après quel est le nouveau projet d'Orlando. Est-ce qu'après une saison comme celle-ci, où on va voir ce qu'ils font, mais moi, comme Guillaume, je les vois 10e à l'Est. Est-ce qu'après après une saison comme ça, est-ce qu'ils se relèveront ou est-ce qu'au contraire, ils déboliront tout pour recommencer? C'est ce qui va être intriguant aussi avec cette équipe d'Orlando. Avec l'arrivée des Raptors à Tampa Bay, En plus, ça sera même pas ça sera ni la première ni la deuxième, ça sera la troisième équipe de Floride cette année. Vite fait, Théo, enfin vite fait, tu avais préparé comme la semaine dernière, je vous avais demandé de choisir 3 joueurs à suivre un petit peu cette saison, 3 profils, voilà la star de l'équipe, la pépite et puis le Factor X. Qui t'as choisi? Alors la star, c'est compliqué parce que moi je considère qu'à Orlando, il n'y a pas de star dans cet effectif. Maintenant, On met des gros guillemets, ouais, du coup, la star. ça va être du guillemets sur Orlando, mais je pense que la star, c'est quand même Nikola Vucevic, du fait qu'il a déjà été All-Star. C'est le seul de tout cet effectif-là. Voilà, il sort d'une saison un peu compliquée où il a eu du mal à retrouver son niveau All-Star, parce qu'on rappelle qu'il y a 2 ans, il tournait en 21-12-4. Là, maintenant, il tourne en 19-11-3. Donc, un peu toutes ces catégories statistiques ont baissé. Et puis même, on l'a vu beaucoup moins dominant, comme ça a pu être le cas la saison d'avant. Donc, voilà. Et puis, ils sortent d'une saison quand même où ils se font battre 4-1 au premier tour par Milwaukee. Ils font une Orlando. Ils gagnent le premier match. Surprenamment au premier tour, mais derrière, le numéro 1 le numéro 1 de l'Est qui était Milwaukee était beaucoup trop fort. Puis il y a quand même un gros problème avec cette attaque. Et le problème, c'est que Vucevic, même s'il est le point central de cette attaque, je ne suis pas sûr qu'il ait le niveau non plus pour faire tourner une attaque NBA, comme ce que lui demande Steve Clifford. Et Ensuite, au pour moi, pépite, du coup, tu défends Markel Fultz, toi, contrairement à Sébastien. ouais, alors je défends Markel Fultz, tout à fait, parce que
pour rappel, même si pour certains ça ne veut rien dire, c'est quand même le plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double en NBA. On l'oublie assez vite. Je pense que quand il est numéro 1 de draft, même si je pense qu'il n'aura jamais le niveau d'un numéro 1 de draft, je pense qu'il a quand même énormément de talent et que les Sixers ne l'ont pas drafté pour rien. Maintenant, c'est un Oh, joueur la frustration du mec, quoi. un peu. Mais bon, c'est pas grave. Et l'année dernière, c'est un mec qui t'en a 12 points, 3 rebonds, 5 passes. Donc, pour un numéro 1 de draft, on attend beaucoup plus que ce soit au scoring ou à la création. Surtout pour un meneur dans une équipe comme ça qui a du mal à créer quelque chose offensivement. Il faut que ce soit le meneur qui prenne les choses en main et qui choisisse le tempo et le style de jeu de cette équipe. Maintenant, on voit il y a toujours eu des problèmes avec son shoot, avec sa mécanique, avec son épaule. Ça s'est jamais vraiment réglé. On n'a vraiment jamais su euh, comment il allait sortir de ça. Maintenant, je pense que c'est un joueur s'il y a un joueur qui, pour moi, pourrait vraiment progresser d'une saison à l'autre dans cette équipe, c'est lui. Parce que après, MVP, c'est de un quoi MVP potentiel pour moi. pour Moi, moi, je le pour vois moi, bien, je le vois bien dans la course à MIP, par pas les exemple. pronostics pour les awards d'un autre jour, mais moi, c'est mon pronostic du MIP, c'est marqué Voleur. maintenant. Et ce sera le seul mec des Sixers ou ancien des Sixers que je mettrai dans mes awards. Donc, Le bid MVP. Ceci explique cela. déjà, bon. Vérifiez ce qu'il a bu Théo avant l'émission, là. Mais maintenant, après, il est dans une draft où on voit par exemple, il a été échangé contre Tatum, qui vient de prouver que c'était une superstar NBA déjà, qui vient de signer son contrat max. Donc maintenant, à lui de prouver qu'il peut mériter un contrat un peu solide en NBA. Il n'aura pas du tout le max, hein, qu'on soit très clair là-dessus, mais à lui de prouver qu'il peut mériter ne serait-ce qu'un 60 sur 4, par exemple, parce que pour l'instant, il ne le mérite pas forcément. Et puis après, le mec qui peut changer les matchs d'Orlando, on va faire un peu de cocorico, mais c'est Evan Fournier. Je pense que il sort d'une plutôt belle saison où il est quand même à 40% au shoot de loin. Il est à 18 points par match, 3 passes. Donc voilà, avant tous les mouvements de cet été, il y avait toujours cette question de est-ce que Evan peut aller chercher sa première étoile et devenir All-Star. Je pense que ce sera compliqué vu les joueurs qui viennent d'arriver sur le backcourt à l'Est, notamment Russell Westbrook ou d'autres joueurs comme ça qui sont pratiquement assurés d'être All-Star tous les ans. Mais Evan Fournier peut permettre à ce Magic aussi de. C'est l'un des seuls vrais créateurs offensifs solides aujourd'hui en NBA de cet effectif. Donc, le jeu, la qualité du jeu offensif d'Orlando dépend beaucoup d'Evan Fournier. Et puis, il est en contract tir, donc à lui d'aller chercher un contrat encore plus gros que ce qu'il n'a aujourd'hui. Il a activé sa player, effectivement, pendant cette intersaison. Donc, il va devoir aller prouver pour aller chercher un autre gros contrat la saison prochaine. Tu fais bien de le mentionner. Voilà pour cette équipe du Magic. On va pas perdre beaucoup plus de temps, enfin perdre. C'est pas vraiment une perte de temps de parler de ces équipes-là, hein, mais il y a beaucoup d'autres équipes à voir. Et puis c'est vrai que c'est une équipe où on a un peu de mal à cerner aussi avec cet effectif un petit peu branlant du côté du Magic. On va remonter, messieurs, si vous le voulez bien, d'une place à l'Est toujours. Une équipe que vous voyez cette fois-ci classée 9e en fonction de vos moyennes, qui était classée 10e à l'Est la saison dernière, qui a été un petit peu au cœur de l'actualité ces derniers jours avec un trade blockbuster, si je peux le dire comme ça. On va parler de Russell Westbrook, de John Wall qui est parti du côté des Rockets, Westbrook qui arrive du côté de Washington, les Wizards qui donc pour vous termineraient 9e. Seb, on n'a pas trop parlé de ce trade entre nous non plus. Rapidement, est-ce que tu estimes que c'est un trade gagnant-gagnant? Et surtout, concentrons-nous sur les Wizards. Est-ce que l'arrivée de Russell Westbrook, pardon, est une bonne chose pour les Wizards? Bah, à partir du moment où tu trades un joueur John Wall qui joue plus pour un mec qui est un All-Star et un ancien MVP, tu gagnes forcément en change. Moi, je ne suis pas convaincu que John Wall puisse revenir à un niveau, même à 80% de son niveau. Donc, dans tous les cas, pour moi, tu gagnes au change. Maintenant, la question que ça pose, c'est comment tu fais jouer Westbrook avec En Bradley termes de Beal. jeu. Ça, c'est la grande question. Mais au-delà tout le monde va se focaliser sur ce duo-là et comment ils vont jouer ensemble. Et évidemment, la question se pose, hein. On a vu Westbrook ces dernières saisons. Il n'a pas un super passif avec un gros joueur avec lui. Donc, c'est une question qui se pose. Mais Washington, il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas une équipe. C'est pas une équipe de bras cassés, hein. Ils ont vraiment de quoi faire. Moi, je trouve comparé un peu aux autres dont on va parler,
Quand tu as Bertans dans ton équipe, quand tu as Ishimura, c'est des mecs vraiment intéressants. Bon, après, il n'y a aucune profondeur de banc dans cette équipe, ça va être un problème. Mais moi, je pense que Washington peut être une surprise. Ça ne m'étonnerait pas que Westbrook fasse une bonne saison. Je pense que Bradley Beal est assez intelligent pour réussir à jouer avec lui, vraiment sans ballon, quoi. Développer son jeu sans ballon, développer son catch and shoot, etc. Ça peut être intéressant. Moi, contrairement à beaucoup de gens, je pense que ça peut marcher, ce truc que tout le monde annonce un peu comme une catastrophe assurée. Si Westbrook prend un peu de plomb dans l'aile, moi, je vous dis que c'est possible. Franchement, il y a une équipe intéressante à Washington. On a trop vite zappé cette équipe-là. Euh, Ça peut monter plus que 9e pour moi, je pense. Mais c'est un coup à jouer. De toute façon, tu perds John Wall, il est fini, John Wall. Je pense qu'il est Presque 2 ans fini. sans jouer, effectivement, ça. Et tu récupères Westbrook. À un moment donné, c'est des trucs que tu peux. Enfin, je ne vois pas comment un fan de Washington peut être mécontent cette semaine de cette histoire, quoi. C'est au-delà du fait de perdre la figure de John Wall, qui est quand même dans l'histoire des Wizards, hein, quoi, un top 3 dans l'histoire, peut-être. Top 5, allez. Bon, ça d'accord. Mais maintenant, sur le plan de vue sportif, c'est quand même un très bon coup, quoi. Et puis, tu perds pas tant de choses que ça dans l'histoire. Donc, moi, je pense que c'est plutôt bénéf. C'est quand même le deuxième meilleur joueur de leur histoire qu'ils viennent de perdre. Enfin, je mets Arenas devant, je pense, mais il n'y a pas grand monde qui va tétiller haut là après. Ouais, mais il l'avait déjà perdu puisqu'il ne le voyait plus. De toute Oui, façon. oui, bah oui, sur ce point-là, oui, je suis totalement d'accord, mais ça, il y a une page qui se tourne, quoi. La petite stat intéressante, c'est le win share de Bradley Beal qui est le 20e de la ligue la saison dernière, alors qu'il est le deuxième meilleur marqueur derrière Harden la saison dernière. Ça prouve bien qu'on a un Bradley Beal qui a beaucoup scoré, mais qui n'arrivait pas à faire gagner son équipe. Peut-être que l'arrivée de Russell Westbrook va l'aider lui aussi à faire step up cette franchise des Wiz. Théo, les Wizards, est-ce que du coup, toi aussi, tu y crois à ce step-up comme l'a annoncé Sébastien? Et surtout, vers quel jeu on va se tourner maintenant? Est-ce que les profils de Westbrook et de John Wall sont sensiblement les mêmes? Sauf que John Wall ne jouait pas là depuis 2 ans. Est-ce qu'on va avoir peut-être un peu plus de spacing, peut-être un peu plus de... comment ça va se passer selon toi avec cette équipe qui n'a pas beaucoup bougé, notamment par rapport à la saison dernière? Enfin, pas beaucoup bougé. Je pense que quand même, s'ils ont. Il y a Bertens qui a re-signé. Après, il y a Ils n'ont Denny. pas ils ont pas eu beaucoup de mouvements cet été, mais ce mouvement-là, pour moi, ça change beaucoup de choses à Washington. Parce que dès que Westbrook a voulu partir des Rockets, beaucoup de monde a dit s'il arrive aux Hornets, au Magic, dans toutes ces équipes-là, ils sont playoffables assurés à l'Est. Et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas à Washington, sachant qu'ils ont en plus une deuxième superstar, qui est Bradley Beal, qui est déjà allé en playoff. Moi, personnellement, je les vois septième de l'Est. Je les ai mis plus haut. Maintenant, moi, j'y crois parce que déjà, je ne suis pas forcément d'accord avec Sébastien quand il dit qu'on a vu que Westbrook n'était pas capable de jouer avec un gros joueur. Il l'a montré avec Paul George, qui finit top 3 MVP quand même la saison où il joue avec lui. Donc, c'est qu'il est capable de le faire sur le long terme. Ça, c'est rien de moins sûr. Ça, je suis pas sûr. Mais il est capable de le faire sur un court laps de temps. Et je pense Avec que KD aussi, ensuite. la différence qui va s'opérer par rapport à John Wall, déjà, c'est que Bradley Beal, jusqu'à la blessure de John Wall, a toujours été le lieutenant. Bradley Beal, entre-temps, est devenu le franchise player. Et Westbrook est conscient de ça, qu'il arrive dans la franchise de Bradley Beal. Donc, est-ce qu'il a l'ego capable de se dire, est-ce qu'il est capable de mettre son ego en retrait et de se dire, bon, j'arrive dans l'équipe de Bradley Beal, je dois l'aider à amener Washington en playoff et à gagner des matchs? Ou est-ce que, comme il l'avait dit, il veut retrouver le truc de faire des triples-doubles et porter son équipe tout seul? C'est là, moi, que se situe le gros doute que j'ai sur cette association. Maintenant, je pense que ça peut marcher parce que, comme l'a dit Sébastien, il y a quand même un effectif assez intéressant autour, même si je continue à penser qu'il y a déjà un gros manque au poste 3 et que la défense intérieure reste quand même très légère parce que Thomas Bryant, il est capable de se faire enfoncer par pratiquement toute la ligue et que c'est le seul pivot un peu acceptable de cet effectif. Donc voilà, moi, Washington, j'y crois, mais pas non plus, ça va pas devenir une des meilleures équipes de l'Est comme ça. Guillaume, les 3 joueurs que toi, tu as choisis pour cette franchise, Théo parlait de la franchise de Bradley Beal. Pourtant, en star, tu n'as pas mis Bradley Beal. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tes choix de la soirée sur la star, la pépite et puis le facteur X des Wizards de cette saison?
C'est la franchise de Bradley Beal, bien sûr, mais j'ai mis Westbrook en star parce que je trouve ça bien plus intéressant de parler rapidement de lui et de son adaptation. Westbrook, il y a eu un gros problème quand même que j'ai trouvé longtemps au Thunder, c'est que on a eu des moments où il y avait Kanter et Adams dans la raquette, par exemple, à l'époque, et c'est pas du tout comme ça qu'on maximise Westbrook. On a vu que le meilleur basket que Westbrook a produit, sans doute de sa carrière, c'était avec les Rockets quand il y avait pas de pivot là sur les 3 semaines qu'il y a eu avant la fin de la NBA l'an dernier. Pour moi, c'est le meilleur Westbrook, le basket le plus efficace que Westbrook a produit dans sa carrière, en tout cas. Et il peut retrouver une situation similaire à Washington avec Thomas Bryant, qui a énormément travaillé son shoot l'an dernier. Je crois qu'il est à 35%, à 3 points par match. Et il a encore travaillé cet été. Il a dit qu'il se sentait prêt pour beaucoup spot-up. Il y a Bertans, qui est l'un des tout meilleurs shooters de la NBA. Bill, qui est évidemment aussi un super joueur sans ballon. Et avec ça, tu rajoutes soit Vidia, soit Bonga, qui savent tous les deux plus ou moins shooter. Et je pense que tu peux te débrouiller pour avoir un très bon spacing autour de Westbrook et du coup vraiment débloquer son jeu comme il a pu être débloqué à Houston lors du dernier mois de compétition avant, où il tourne à 34 points de moyenne, je crois, Westbrook, lors du dernier mois de compétition avant l'interruption liée au coronavirus. Ensuite, j'ai pris en pépite Thomas Bryant, qui est un joueur que j'affectionne beaucoup. Les Lakers ont lâché, ils comptent pas grand-chose. Bon, on a gagné le titre, donc on s'en fout de ce qu'on a lâché avant dans tous les cas. Mais, malheureusement. Mais c'est un très bon pivot offensivement. Il est dans les tout meilleurs en termes de pourcentage, que ce soit pourcentage au panier ou que ce soit pourcentage comment dire, de tir réel, parce qu'il est capable d'être très bon au lancer, d'être bon à 3 points, alors qu'il est aussi très bon sous le cercle. Le problème, c'est la défense. Le problème de cette équipe est la défense, sans doute. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il pourrait être tenté de mettre Isaac Bonga dans le 5 plutôt que Avidia, parce que Bonga est sans doute un meilleur défenseur avec sa longueur de bras. Et ensuite, je me suis mis en Isaac Bonga, je me suis mis en Factor X Davis Bertans, parce que c'est un joueur que j'adore personnellement. Moi, j'aimerais être en NBA juste pour être un Davis Bertans ou un Duncan Robinson, parce que ça me fait kiffer pour ça. Des mecs qui courent sans arrêt, qui prennent des 3 points. Bertans, c'est un mec qui apporte tellement à une équipe. J'ai vu son contrat être beaucoup critiqué. C'est un joueur qui était assez fragile, donc je comprends que la durée soit critiquée. Le prix, personnellement, c'est l'un des 10 meilleurs shooters de la ligue, donc ça ne me gêne pas plus que ça sur le prix. Quand on voit ce qu'a touché Joe Harris, pour moi, les deux, c'est plus ou moins le même prix, voire Bertans peut-être est encore un petit peu un meilleur shooter. Sans ballon, je le trouve vraiment très bon, et puis vu qu'il est beaucoup plus grand aussi, ça aide, parce qu'il est rapide, et en faisant quasiment 2,8 m, je crois, Bertans, il est aussi très, 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 très efficace au shoot, et je pense qu'il peut apporter beaucoup. Enfin, tu as Bradley Beal et Bertans qui bougent sans ballon, Westbrook qui est en écran de soit Robin Lopez qui est pivot remplaçant, soit Thomas Bryant avec un Rui Hachimura qui traîne à mi-distance ou un Avidia qui traîne aussi. Ça peut être très intéressant. Je pense vraiment que Westbrook peut briller dans cette équipe, et je pense que du coup Bertans et Bryant sont des bons profils pour être avec Westbrook. Et c'est noté en tout cas pour les joueurs que tu as choisis. Ça va être effectivement assez intéressant à suivre, un peu plus intéressant que ces dernières saisons, effectivement, du côté de Washington. Pourquoi pas? Alors, est-ce que ça va suffire pour les playoffs? Je ne sais pas. Est-ce que ça va suffire pour les play-in? Très certainement. Une autre équipe, messieurs, on va enchaîner avec une autre équipe à l'Est cette fois-ci qui devrait elle aussi jouer les play-in, voire les playoffs que vous avez du coup classé juste au-dessus. On va parler des Hawks d'Atlanta avec Trae Young, avec toute la jeunesse. L'équipe, c'était une des équipes les plus jeunes de la NBA la saison dernière. Alors, Théo, toi, les Hawks, est-ce que c'est peut-être l'équipe la plus, entre guillemets, j'aime bien dire ce mot, mais l'équipe peut-être la plus sexy dont on a parlé là pour l'instant, voilà, qui a un petit peu plus de jeu, qui a un petit peu plus de... l'année dernière, si je dis pas de bêtises, j'avais la stat, c'était la 5e pire défense, mais on était sur la 5e pace et la 5e attaque de offensive rating de la ligue, donc on est sur une équipe assez plaisante à voir jouer. Est-ce que tu t'attends encore cette année à avoir du beau jeu et un jeu assez plaisant du côté des Hawks? Est-ce que tu les vois justement avec ce jeu-là performer pour aller chercher les play-in, voire les playoffs? Ouais, moi je pense que je les vois accrocher les playoffs avec. De toute façon, je pense que les Hawks ont créé un effectif pour permettre à Trae Young de faire un peu ce qu'il veut sur un terrain, avec un tempo hyper rapide, des joueurs comme John Collins, Clint Capella, qui sont tous les deux capables de courir et qui vont permettre encore à cette équipe de garder cette pace élevée. Puis Trae Young, on a très bien compris que en fait, c'est un joueur du niveau All-Star. Donc maintenant, à lui de prouver qu'il peut maintenant devenir un joueur d'une équipe
qui va en playoff et qui gagne un minimum de matchs. Et puis, je pense que les Hawks sont quand même l'équipe qui a fait peut-être la plus belle intersaison NBA. C'est que en termes de recrutement, tout est plutôt intelligent. Ils avaient un gros manque au poste 2, Kevin Werther, qui était quand même très irrégulier. On a l'arrivée de Bogdan Bogdanovic. Ils avaient besoin d'un peu de profondeur sur les ailes avec du vétéran, Danilo Gallinari. Ils avaient besoin d'un backup à Trae Young. Ils ont récupéré Rajon Rondo, Chris Dunn pour apporter de la défense. C'est quand même une équipe qui a fait une très belle intersaison, qui a su combler ses manques et que moi, je vois bien performer à l'Est et continuer ce projet de faire progresser Trae Young, John Collins et tous ces jeunes qu'il y a dans l'effectif, DeAndre Hunter, etc. quoi. Vous les mettez juste huitième Ouais, mais pour c'est bon. pour vos pronos. Guillaume, les Hawks, même question un petit peu. Est-ce que tu les vois performer avec ce jeu un peu offensif, etc. Et surtout, est-ce que leur effectif est taillé pour ça? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai la Deep Chart qui est là. Voilà, on va parler de Trae Young qui est tout jeune, Kevin Whiter. On a Cam Reddish, DeAndre Hunter, John Collins. Tout ça, ils ont drafté Onyeka Okongwu récemment, Bruno Fernando. Tout ça, c'est assez jeune. Alors, il y a Rondo qui est arrivé pour encadrer tout ça et apporter de l'expérience, notamment sur la seconde unit derrière Trae Young. Mais est-ce que ça va suffire, cette petite touche d'expérience dans ce marasme de jeunesse? Pour toi, Guillaume, t'y crois à ces Hawks-là? J'y crois, oui, puisque je leur donne 17 victoires, je crois, de plus que l'an passé. Mais je les ai mis 9e avant enfin, j'ai mis Wizards 8 et Hawks 9 avant le trade de Westbrook. Donc je vois pas pourquoi j'enlèverais des victoires à Washington. Donc je vois les Hawks 9e à la place du con, personnellement. Même si je crois en ce groupe et je pense que ça peut bien grandir ensemble, mais il va y avoir de l'adaptation, la rotation intérieure. On a quand même des grosses questions sur ce qui va se passer entre Collins Capella et Okungwu. À l'extérieur, la défense, Bogdanovic, Young, Gallinari, en même temps sur un terrain de basket, c'est compliqué défensivement. Théo a dit que Kevin Huerter était irrégulier. Bon, je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est un bon joueur. Et je me demande même si ce n'est pas intéressant de le faire démarrer avant, faire démarrer Hunter ou Huerter plutôt que Bogdanovic, et plutôt avoir Bogdanovic en sortie de banc avec Rondo, justement. Et sinon, mis à part ça, c'est quand même une équipe qui était 26e offensive rating l'an dernier. Tu t'es trompé d'ailleurs, Yonim, je te corrige comme ça. Ils étaient bien 5e pace, mais ils étaient 26e offensive rating et 27e défense. Et une équipe qui défend mal, c'est souvent plus dur pour gagner des matchs quand même, surtout vu comment c'était porte ouverte, surtout avec Trae Young qui est le pire défenseur en NBA, qui est quand même là, qui doit être caché. Et il n'y aura sans doute pas les profils pour le cacher autour. Donc moi, je les vois 9e, et je les vois se battre. Je ne serais pas surpris qu'ils soient en playoff quand même, mais je les mets 9e. Pour terminer, Seb, tu as sélectionné aussi du coup ces trois profils. On a beaucoup parlé enfin, on a cité beaucoup de noms. Est-ce que tu peux ressortir quelques noms et nous donner un petit peu ton avis général sur cet Écoute, Atlanta? ma star, ça va être le plus mauvais défenseur de la ligue. Donc. Non, évidemment, la star de cette équipe, c'est Trae Young. On oublie quand même assez rapidement que l'année dernière, il est quasiment à 30 points par match, le garçon. Alors certes, il est dans une équipe qui est au fond du classement et ça joue vite et puis il ne défend pas. Mais c'était sa deuxième saison. Donc, des mecs qui mettent 30 points en deuxième saison NBA, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense qu'on a trop sous-estimé, on sous-estime trop encore le niveau de ce type. Je pense qu'avec l'arrivée de Rajon Rondo, je vais en reparler après, mais il va pouvoir step up encore plus à la passe. Lui, par contre, ça doit être sa saison. Lui, il doit être dans la conversation MVP, je pense. Parce que c'est le meilleur scoreur et puis c'est le meilleur joueur de cette équipe tout simplement et s'il pouvait step up un peu en défense, bon après lui le problème c'est que c'est pas un problème de volonté, c'est qu'aussi il y a la question de physique, hein. Bien sûr. Il est tout fin, il est pas grand donc c'est pas facile, mais je pense que s'il arrive à prendre un peu d'intelligence avec l'âge, je pense qu'il peut frôler la conversation MVP et ils en auront besoin s'ils veulent faire les Le playoffs. bilan, ça va être dur quand même pour le MVP, je pense. Moi je serais pas étonné franchement. Un top 10, top 15, pourquoi pas. Je pense qu'il y a un troisième année qui est quand même un peu devant lui en termes de talent pour la course MVP, un mec qui joue à Dallas qui doit être au-dessus de lui. Non, mais, en termes de bilan, surtout. Ouais, non, ça va être plus le bilan qui va être problématique, je pense. Pour les autres joueurs, Seb,
Bah, ma pépite, moi, c'est DeAndre Hunter de loin. C'est un de mes joueurs préférés dans la ligue. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, mais quitte à choisir entre lui et Cam Reddish, je prends DeAndre Hunter tous les jours. Même si Cam Reddish est loin d'être inintéressant. Mais voilà, la grande force d'Atlanta, c'est aussi sa grande faiblesse, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils vont se comporter ensemble. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'est une équipe qui a énormément changé. Comment un effectif jeune va réussir à s'adapter à autant de changements, que ce soit dans le 5 ou sur le banc. Ça peut être intéressant à voir, ça peut casser en plein vol. Mais ce qui est sûr, c'est que DeAndre Hunter, il a un coup à jouer dans cette équipe. Je pense que en sortie de banc, mais quand on regarde un petit peu cet effectif, mais pour une équipe qui joue play-offable, play-in, ils ont un banc. Ils ont une profondeur de rotation qui est quand même bien plus intéressante que Washington, que Dallas ou des équipes comme ça, quoi. Je trouve que dans les équipes dont on va parler aujourd'hui, c'est pas loin d'être l'effectif qui, sur le papier, est peut-être le plus intéressant. Après, évidemment, comment ça va marcher sur le terrain, c'est notre question. Parce que je pense que je suis d'accord, d'un point de vue de la défense, ça va être compliqué. Et DeAndre Hunter, c'est exactement la même chose. Ça va être compliqué. Et puis, mon facteur X, évidemment, c'est mon Rajon Rondo. Mon Rajon Rondo préféré, c'est un facteur X éternel. Hein. Depuis qu'il est né, c'est un facteur X. Je vais dire la réponse bateau, mais ça dépendra de quel Rajon Rondo on va avoir. Voilà. Si on a le playoff Rondo de l'année dernière avec les Lakers, qui est capable d'arriver un peu plus tôt à l'entraînement pour aider Trae Young et Chris Dunn, parce que Chris Dunn aussi super arrivé, hein. C'est génial. Si c'est le Rajon Rondo qui est venu pour faire son mercenaire et avoir des thunes, ça va être plus chiant pour eux. Si Rondo il n'a pas envie de défendre, il ne défendra pas. Donc voilà, mais j'ose espérer que Rajon Rondo va partir du principe qu'il est là pour aider cette équipe-là. Et si c'est le cas, ils ont un effectif très 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 sérieux, je trouve, pour les playoffs. Oui. J'ai une petite question. Qui est le plus grand joueur en termes de taille des Hawks la saison prochaine? Ça serait pas Collins? Ouais, ça serait bien Collins. Collins, c'est 6'9 en taille. Capella? Non, pas Capella, 6'10 aussi, mais pas aussi grand que l'autre qui est 6'10. Ah, Bruno Fernando? Non, toujours pas. Congo? Non, toujours pas. Scal Labissière. C'est Gallinari. Scal Labissière, il n'est pas là-bas. C'est Gallinari, le plus grand joueur des Hawks la saison prochaine. J'ai vu ça m'a fait rire. La jolie stat du côté des Hawks. Messieurs, on va enchaîner. On a parlé de 3 équipes à l'Est. Si vous le voulez bien, on se fait une pause jingle et on enchaîne tout de suite pour aller voir les franchises qui jouent de l'autre côté des États-Unis. On va parler de la conférence Ouest, avec 5 franchises qui devraient aller en play-in dans cette émission preview. On continue ce preview, messieurs, spécial rentrée 2020-2021 de la NBA. La saison reprend le 22 décembre. On a entamé nos previews depuis la semaine dernière. Cette semaine, on est, comme vous le savez, sur les équipes qui devraient jouer les play-in. On a parlé de 3 franchises à l'Est dans cette première partie. On va partir de l'autre côté des États-Unis pour parler des franchises qui devraient jouer les play-in à l'Ouest. C'est toujours un gros bordel. C'est toujours très difficile à pronostiquer. Soyez indulgents avec nous si vous n'êtes pas dans les mêmes pronos. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces pronos-là. On va commencer avec la première franchise que vous classez. Alors, vous l'avez mise, messieurs, en 12e position. On va parler des Memphis Grizzlies. Cette fois-ci, la franchise de Memphis. Toi, Guillaume, les Grizzlies, c'est une équipe qui plaît quand même malgré tout. Alors, il y avait ce côté défensif, cette mentalité un petit peu beaucoup défendue. Elle était un peu plus attirante, faut que j'arrête de dire ça, mais voilà, en tout cas, c'était un peu plus joli à voir ces dernières saisons. Est-ce que ça va continuer comme ça pour toi et est-ce que 12e, c'est le minimum ou c'est plutôt le maximum pour Memphis? Un peu comme pour le Magic, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que c'est plutôt parce que ça s'est renforcé autour que parce que les Grizzlies sont plus mauvais que je les vois descendre dans le classement. Ils ont fait une super draft, je trouve, les Grizzlies. Ils ont drafté plusieurs joueurs qui avaient fait plusieurs années à la fac
et ils essayent un peu de retenter la même chose qu'ils avaient réussi avec Dylan Brooks pour avoir des joueurs qui sortent de 2, 3, voire 4 ans de collège, d'université du coup, et qui donc sont prêts à jouer en NBA directement. Ja Morant, je pense qu'il va faire une bonne saison aussi, qui va confirmer, peut-être pas un jump statistique énorme, mais il va continuer à épurer son jeu et à devenir plus propre à la passe et peut-être travailler un petit peu sur son shoot. Je pense que la grosse interrogation, c'est Jaren Jackson Jr. Est-ce qu'il est capable de prendre ce jump, arrêter de faire trop de fautes débiles et être capable d'être dans la course du défenseur de l'année d'un coup? S'il est capable de se faire ce jump, je pense que les Grizzlies aussi peuvent en faire un au classement. Pour moi, c'est lui l'élément clé de l'effectif. Et ensuite, après, le marché, cet été, ils ont fait relativement peu de choses. Ils ont rajouté Erzonia, et je crois que c'est tout. Ils ont ajouté seulement Erzonia à l'effectif. Il y a Winslow qui va revenir de blessure aussi. C'est une équipe qui peut être très bonne en défense si la mayonnaise prend. Donc, il faut faire attention sur ce côté-là du terrain entre Winslow et Jaren Jackson Jr. Et je pense que ça doit passer par là. Ça doit passer par top 10 défense s'ils veulent accrocher quoi que ce soit en playoff, parce qu'en attaque, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. C'est leur mentalité, hein, de toute façon, à Memphis, cet aspect défensif. Un petit mot, enfin, potentiellement, on aura Kylian Tilly, aussi le Français, qui a signé un two-way contract et qu'on pourrait voir du côté des Memphis Grizzlies. Voilà, c'était le petit point français, ça fait toujours plaisir. Voilà. Seb, les Grizz, même question euh, qu'à Guillaume, est-ce que pour toi, c'est 12e, c'est leur place juste? Est-ce que c'est trop haut pour ce qu'ils valent, ou c'est au contraire trop bas pour cet effectif qui, on le rappelle, hein, n'a pas beaucoup bougé? Les Grises avec Ja Morant, tout ça, comment tu les vois, toi? Non, je pense que 12 c'est pas mal. Moi, je suis un peu déçu sur leur free agency parce qu'on les avait quittés vraiment sur la pente ascendante avec une fin de saison de Ja Morant complètement incroyable. D'ailleurs, Ja Morant qui est pour moi un crack absolu. Euh, et puis, ils n'ont pas capitalisé là-dessus, je trouve, le front office de Memphis. Ouais, ils draftent intelligemment, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas de talent générationnel là-dedans. Je vois pas trop. Bon, Kylian Tilly, d'accord, c'est un trouvé contract, donc bon, on n'est même pas sûr qu'il joue. Donc c'est un peu dommage ce statu quo qu'ils ont fait cette année, surtout que ça a pas mal bougé un petit peu dans les autres contenders. Je trouve que l'analogie avec Washington, non, c'est avec qui qu'on a fait ça? Avec Orlando. Avec Orlando, voilà, c'est un petit peu le même délire, en version un peu supérieure, quoi. Moi, je suis un peu déçu de leur free agency. J'aurais aimé qu'ils tentent d'aller chercher au moins un vétéran, quoi. Je suis pas, malheureusement, le projet de Justice Winslow, j'y crois pas. Valanciunas, ça commence à sortir les rames. Je sais pas, j'aurais aimé voir voilà, un bon vétéran dans cette équipe qui aurait pu apporter un peu de stabilité. Je suis d'accord avec Guillaume quand il dit que c'est une équipe qui fait quand même beaucoup de fautes débiles. Jaren Jackson est un peu la figure de proue, mais ils en font toutes, hein. Même Ja Morant doit encore réussir à élever son niveau là-dessus. Euh, donc bon, je sais pas, j'aurais bien aimé. Je pense qu'ils sont pas loin, ils sont à une petite pièce de pouvoir jouer les playoffs. Là, ça va être trop court. Mais rien que pour Ja Morant et leur maillot incroyable, j'irai voir les Grizzlies. L'équipe League Pass à checker avec effectivement Ja Morant. Théo, les trois joueurs toi, que tu as sélectionnés, on a cité, on en a tous parlé justement. Est-ce que tu peux nous les présenter, expliquer un petit peu tes choix sur ces trois joueurs à suivre, entre la star, la pépite et le facteur X de cette équipe de Memphis? Bah, la star, clairement, c'est monsieur le rookie de l'année, monsieur Ja Morant, qui sort d'une saison juste exceptionnelle pour sa première saison NBA. Il a tourné en gros à 18 points, 4 rebonds et un peu plus de 7 passes. Ça a été le meilleur rookie de la saison dernière, hein, parce que Zion n'a joué que 10 matchs. Et du coup, il a clairement mérité son trophée. Puis c'est clairement lui devenu la star, le visage de cette franchise. En un an, il a déjà fait oublier Mike Conley et Marc Gasol aux supporters de Memphis. Et c'était le projet de toute façon, avec le trade de Conley, c'était de repartir sur quelque chose de nouveau, avec un nouveau meneur, beaucoup plus, comme tu aimes le dire, sexy, comparé à ce qui était fait avant, à l'époque du grit and grind. Mais voilà, et puis ils sont éliminés en play-in l'année dernière. Je pense que c'est resté un peu, c'est resté un peu là pour eux, pour ceux qui, un peu au milieu, en travers de la gorge, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas. Et puis voilà, je pense que c'est quand même une belle équipe. Et en pépite, ma pépite, je pense que c'est Jaren Jackson Jr. parce qu'on oublie qu'il a été drafté très jeune. Jaren Jackson Jr., il a été drafté à 18 ans. Il est plus jeune que Ja Morant. Ça se joue à un mois et demi près, mais il est plus jeune que Ja Morant.
Donc voilà, il tourne déjà à 17 points, 5 rebonds, mais déjà, quand on voit sa taille et son physique, je pense que 5 rebonds, c'est clairement le minimum. Normalement, il doit faire plus. Et je suis assez d'accord avec Guillaume et Sébastien. Il doit améliorer sa défense. Et notamment, il doit être beaucoup plus concentré et arrêter ses fautes bêtes qui, des fois, l'ont fait. C'est que quand on se retrouve après 1 minute 30 de match à devoir faire sortir Jaren Jackson Jr. parce qu'il a 2 fautes et qu'on voit qu'il a 2 doigts de faire la troisième, c'est pas normal quand c'est censé être le deuxième meilleur joueur de cette équipe, quoi. Et ça Donc, l'est, hein, en termes de talent. Enfin, il a le C'est talent pour, en tout cas. oui, 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 et puis je pense c'est qu'il est candidat capable de défenseur faire de encore l'année. mieux offensivement parce qu'il a un footwork qui est très 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 solide et des très très bons fondamentaux pour son poste. Et puis il a quand même un bout de shoot. Donc je pense que c'est un joueur très sérieux et qui fait partie du futur de Memphis. Et puis les pick and roll, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., ça fait toujours plaisir à voir. Et pour le Euh, Factor X, du coup, et pour le Factor X, je suis parti sur Justin Winslow. Désolé Sébastien. Mais je pense que c'est un joueur qui va apporter parce que on oublie souvent que l'ailier titulaire l'année dernière à Memphis, c'était quand même Kyle Anderson. On n'est pas loin du poids mort en attaque. Donc c'est un très bon défenseur. Mais en attaque, il est quand même très très limité. Et Justin Winslow peut apporter un peu ce rôle de deuxième ball handler dans cette équipe de Memphis. Il est capable de tenir la balle en main, de prendre le jeu à son compte, entre guillemets, sur petites séquences, bien sûr. Et je pense qu'il peut faire du bien à cette équipe, que ce soit en défense ou en attaque. Parce que la défense de Memphis, c'était la 21e la saison dernière au defensive rating. Donc, je pense qu'il peut améliorer ça. Donc, après, pour finir sur Memphis, leur intersaison, je pense elle est en rapport avec ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Ils viennent de passer l'année 1 de leur projet. Morant, Jaren Jackson Jr. Je pense qu'ils n'ont pas voulu trop chambouler les choses, laisser les joueurs progresser. C'est pas grave s'ils font 11e la saison prochaine. Je pense que ces joueurs ont besoin de progresser ensemble. Je pense qu'ils essaient de créer un groupe. Et je pense que c'est le projet numéro 1 de Memphis aujourd'hui. l'année 1 du projet, tu viens de le dire. Et L'année puis, dernière, c'était l'équipe juste la en plus termes jeune. d'athlétique, en termes de force athlétique, je pense que c'est pas loin d'être la meilleure équipe de la ligue. Ah, c'est sûr, Euh, c'est sûr. tu les mets au JO au 110 mètres haies, ils font une médaille d'or. Ça saute haut, ça Oh là grimpe là, haut, là, en mais sans déconner, gymnase. à part Valanciunas, Parce que les haies, franchement, ils ne sautent pas. Donc, qui est le moins athlétique, quoi. Mais tous, quand ils vont aligner Moren, Brooks, Winslow et Jaren Jackson ensemble sur le terrain, Avec Brandon Clark en 4. vas-y, hein, là, ça va cavaler, hein. Ah ouais. Jaren Jackson qui a un bout de shoot d'après Théo alors qu'il tournait à 40% à 7-3 points par match l'an dernier. Voilà pour ces Memphis Grizzlies, messieurs. N'hésitez pas à débattre aussi avec nous dans les commentaires si jamais vous voulez poursuivre sur ces Grizz ou même sur les réseaux. Ils seront une joie, nos chers chroniqueurs, de vous répondre sur les Grizzlies. On va devoir enchaîner parce qu'il nous reste encore pas mal de franchises à voir, messieurs. On va remonter un petit peu plus haut dans le classement. Cette fois-ci, on va parler Théo l'a mentionné rapidement en parlant du rookie de l'année. On avait un autre prétendant là, dans cette équipe-là. On va parler des New Orleans Pelicans, messieurs, que vous voyez. Je suis en train de checker le classement que vous voyez, donc 11e de cette conférence Ouest. C'est mieux que la saison dernière, déjà. On commence à monter tranquillement. Les Pels qui ont toujours, du coup, Zion Williamson, qui ont récupéré un, un vétéran assez intéressant à la personne de Steven Adams. On est plutôt pas mal du côté des Pels. Je suis en train de chercher la deep chart là, des Pels. On a toujours ce Lonzo Ball qui est là, Brandon Ingram potentiellement la star. Et puis on a récupéré surtout Eric Bledsoe, messieurs, cet été, enfin pendant cette intersaison. Didier Redick aussi. Euh, Seb, toi, les Pels, est-ce que tu as Moi, je vais pas vous mentir, c'est un peu l'équipe League Pass. J'aime bien cette expression, mais voilà, c'est l'équipe sur laquelle je vais cliquer la saison prochaine, que je vais avoir envie de regarder. Zion Williamson, Steven Adams, etc. On a une raquette ultra imposante. Lonzo Ball, malgré ses défauts, il a quand même certaines qualités, notamment à la passe, et ça peut être intéressant avec Zion, effectivement. Et puis Ingram a fait le boulot. Bref, ça va être une équipe que je vais aimer suivre, je pense. Seb, est-ce que tu partages mon avis? Est-ce que tu vas cliquer sur ces Pels-là? Et surtout, est-ce qu'ils peuvent mériter mieux que cette 11e place auquel vous les prédestinez la saison prochaine?
moi, je les prédestine à plus que la 11e place. Après, je me range derrière la vie globale. Mais en tout cas, les chaînes télé américaines sont d'accord avec toi, Yonim, puisqu'ils ont mis le paquet sur les matchs en antenne nationale des Pelicans, hein. Les gens veulent voir Zion. Et en fait, je pense que on parle beaucoup de Zion, mais parce qu'en fait, la clé de cette équipe, c'est lui. Je pense qu'on en reparlera ensuite dans la Star ou le Factor X, où il peut être les trois, hein. Il peut être les trois en même temps, Zion, en fait. Parce que je trouve qu'ils ont fait une super intersaison. Quand tu vas avoir Steven Adams et Zion sur le parquet ensemble, autant dire qu'on est à Ah, mi-chemin ça. entre le basket et le futurisme. Euh, non, mais moi je trouve qu'ils ont fait une intersaison hyper intéressante. Et franchement, si Zion joue, c'est bon, voilà, c'est un peu la grande question. Malheureusement, et on n'est pas devant, on peut pas savoir. Mais je pense que si Zion joue une saison complète ou quasi complète, avec ce qu'il a déjà montré sur l'échantillon qu'on a vu, je pense que ça peut gratter bien plus que ça, quoi. Il y a des additions hyper intéressantes. Eric Bledsoe, c'est vraiment un joueur, c'est le joueur de complément parfait pour ce genre d'équipe, je trouve. JJ Redick, pareil. Bon, là, JJ Redick, il commence à. Et quand il y a le poids des années qui commence à gratter à la porte, mais voilà, c'est encore un joueur utile. Et puis, tu as quand même une équipe où tu as Brandon Ingram et Zion dans la même équipe. Sans parler de Lonzo Ball, qui est encore une énigme un petit peu pour moi. Et pour lui aussi, je pense, d'ailleurs. Pour pas Mais mal de monde. je pense que je pense vraiment que cette équipe-là peut surprendre plus d'un. Après, pour moi, le gros frein principal de cette équipe-là, hormis les blessures potentielles, bah, c'est leur coach. Voilà, bon, moi, les gens qui écoutent un peu auront compris depuis longtemps que Stan Van Gundy, je partirai pas en vacances avec lui. Et je suis pas rassuré suite aux déclarations de Zion qui a dit qu'il aimait bien le jeu old school de Stan Van Gundy. Donc, autant vous dire qu'on va avoir des gros intérieurs, on va avoir de la défense, ça va jouer à 2 à l'heure, ça va mettre des coudes dans les côtes. Et puis voilà, donc le fameux jeu old school de Stan Van Gundy qui a évidemment fait ses preuves, hein. C'est bien connu. Donc voilà, le gros frein, c'est le coach. Théo, parlons-en justement, intéressant on a bien compris qu'il y avait un effectif assez talentueux. Je vous mets la deep chart là sur YouTube avec les joueurs dont on a cité. Est-ce que quel frein toi tu verrais, enfin quels sont les véritables points faibles de cette franchise, Théo, pour toi, des Pels l'année prochaine, en dehors du coach, on a bien compris que certains autour de cette table virtuelle ne l'apprécient pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu verrais qui pourraient euh, ralentir la progression de cette équipe très jeune, encore une fois? Bah, écoute, moi, en tant que fan des Sixers, je pense qu'il y a quelque chose qui me fait peur dans cette équipe des Pelicans, c'est le spacing. Je sais pas d'une équipe sans spacing, à quel point ça peut poser problème. Et honnêtement, quand j'entends les déclarations du coach avec un 5 majeur, Bledsoe, Lonzo, Ingram, Zion, Adams, ça va être très, très compliqué de jouer autrement que à 4 mètres du cercle, en fait. Donc, à part Brandon Ingram, qui peut lui faire tout ce qu'il veut offensivement sur un terrain, clairement. Mais par contre, au-delà de ça, c'est très, très compliqué. Lonzo, pour moi, doit encore progresser, clairement. Il faut qu'il montre tout le bien qu'on pouvait dire de lui avant sa draft, c'est-à-dire ce bon playmaker, très bon défenseur et capable de rentrer ses shoots. Faut qu'il le soit. Faut que voilà, maintenant il s'est enlevé un peu ce poids de son père. Donc maintenant, à lui de montrer qu'il peut l'être. Mais ouais, moi j'ai un gros problème de spacing avec cette équipe. Et surtout quand j'entends que Stan Van Gundy veut faire commencer et Bledsoe et Lonzo Ball sur son back court, alors que sa raquette, c'est Zion Adams et qu'il a JJ Redick dans son effectif, franchement, moi, ça me fait peur. En termes de spacing, ça me fait très très peur parce que à part Ingram, il n'y a aucun shooter très 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 régulier dans cette équipe. Riddick qui peut faire le job en sortie de banc. Et puis, en Euh, plus, on a bien vu que Redick, derrière les écrans, c'est pratiquement ficelle à chaque fois. Et puis, quand on va avoir des écrans de Adams ou Zion, alors attention aux mecs qui vont défendre ces écrans-là. Je pense qu'il y a quelques dents qui vont se retrouver cassés. Il y a quelques dents qui vont se perdre sur des parquets NBA. Mais à part ça, je pense que ouais, Redick peut être hyper intéressant. Moi, ce serait le gros changement que je ferais. C'est que, quitte à choisir, faire démarrer soit Bledsoe, soit Lonzo avec la seconde unit et mettre Redick dans le 5 parce que sinon, ils vont avoir du mal avec le shoot. une pétition Parce pour que avoir des protections comme en foot américain lorsqu'on joue contre les Pels, ça peut être bah, intéressant. attends, parce qu'ils nous font rire là. Zion qui a perdu du poids, etc. Enfin, tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir toujours, hein, parce que... Il ressemble plus à un pitbull qu'à un être humain encore, Zion. Oh là là,
Guillaume, avant de te passer la parole pour les joueurs aussi que tu as sélectionnés, la petite stat intéressante et qui a pas mal fait réagir ces dernières semaines, le joueur le plus enfin pas expérimenté, mais le joueur qui a le plus de jours dans l'effectif de ces Pelicans-là, c'est Zion, enfin c'est Nico Melli et Zion Williamson qui sont arrivés en même temps. Voilà, ça fait 555 jours au moment où on enregistre cette émission. Ça fait 1 an et 6 mois. C'est les deux joueurs les plus anciens de cette équipe. Autant vous dire qu'on est sur un renouvellement total de cette franchise et des joueurs qui arrivent. Guillaume, pour conclure ce tour de table, les 3 joueurs toi, que tu as sélectionnés pour cette franchise des Pels. Tu viens de me lancer parfaitement. Rapidement, juste pour la place des Pels, moi je les ai mis 12e. Pareil. Devant. Parce que tout simplement, tu viens de l'énoncer, ils sont depuis maximum 1 an et demi ensemble, ces joueurs-là. Sachant que Zion a joué qu'une vingtaine de matchs l'an dernier, tu perds Holiday qui est ton meilleur joueur la saison dernière. Enfin, ça a discuté avec Ingram, mais Holiday est intrinsèquement extrêmement fort. Et tu le remplaces par Bledsoe, qui est un joueur qui en régulière a montré des choses, mais qui est un meneur qui a plus besoin du ballon que Holiday, pour mettre à côté de Lonzo, qui est un meneur qui a énormément besoin du ballon, avec Ingram qui a quand même beaucoup besoin du ballon pour créer, et Zion qui visiblement va avoir besoin du ballon un peu plus, puisqu'il y aura Adams sur le panier qui ne vont pas traîner tous les deux dans la raquette, logiquement. Par rapport à Stan Van Gundy, moi j'avais bon espoir sur lui avant qu'il commence à dire qu'il allait mettre 5 mecs qui ne savaient pas shooter sur le terrain. Parce que ce qu'on avait vu avec Van Gundy au Magic, avec Dwight et 4 shooters autour, c'était presque novateur pour la NBA à l'époque. On découvrait 4 shooters autour d'un pivot surhumain, et j'avais bon espoir qu'ils tentent ce genre de profil avec Zion, ce genre de choses avec Zion. Malheureusement, ils ont pris Steven Adams, ce qui ne m'a pas enchanté, ils ont pris Bledsoe, ce qui ne m'a pas non plus enchanté, donc ça a vite été oublié, ces doux rêves de Zion au poste de pivot, surtout en attaque. Et du coup, moi j'ai mis comme star le duo Ingram-Zion. Ça a bien joué ensemble. Ingram a perdu un peu en points, logique, mais ça a gagné en efficacité quand il était aux côtés de Zion. Donc je pense que ce duo est clé, et je pense que ce duo a montré qu'ils savaient, et je pense qu'ils vont savoir jouer ensemble et combiner ensemble et savoir comment se jauger sur un terrain ensemble. Pour ce qui est de ma pépite, j'ai toujours gardé Lonzo. Ce cher Lonzo Ball, hein. On perd pas fond en lui, on l'aime. Hein. Le maillot est sorti, bien sûr. Il a shooté à 38%, 37,5% je crois, à 3 points l'an dernier, ce qui est très bon, même si c'était très irrégulier. C'était un match à 5 sur 6, puis un match à 0 sur 8. Enfin, c'était quand même pas non plus régulier encore. Et en sortie de dribble, il est toujours aussi nul pour shooter, tout comme pour attaquer le cercle au lancer franc. Mais il a montré qu'il avait un shoot à 3 points, donc je pense qu'il est capable d'être un petit peu mieux loin du ballon quand Bledsoe l'aura en main. J'ai un peu d'espoir, en tout cas, c'est mieux que les 30 ou les 32% de ces 2 premières saisons. Et puis Lonzo en défense apporte quand même beaucoup. Enfin, c'est un très bon défenseur et c'est quand même en transition aussi un très bon joueur. Et je pense que ça va continuer à courir malgré la présence de Steven Adams qui est quand même capable de plus ou moins courir. On l'a vu quand même à l'époque avec Westbrook quand il arrivait en trailer à chaque fois. Le nombre de passes que Westbrook s'est fait comme ça avec Adams qui arrive en trailer ou avec même. Je pense que ça peut quand même courir un petit peu Steven Adams. Et Redick aussi peut apporter au shoot, mais ça reste Lonzo, mon facteur X. Et c'était ma pépite Lonzo d'ailleurs, je vous lapsus, puisque mon facteur X c'est Eric Bledsoe, qui est un joueur de saison régulière. On le sait, il ne faisait pas les playoffs avec Phoenix. On l'a vu aux Bucks, puisque il ne faisait pas les playoffs non plus avec les Bucks. Ah si, il a joué. Si, Drew Bledsoe, il faisait les playoffs. Apparemment. Les playoffs avec les Bucks, j'ai pas souvenir de cette bonne action de lui. Ah bah Terry Rozier, il s'en rappelle, par contre. Oui, voilà. Bref, lui, c'était le fils de Terry Rozier qui était en playoff meneur au Bucks. Ouais, c'était un peu ça. Bref, et vu que Bledsoe n'est pas un joueur capable de step up dans les grands moments, j'ai peur pour les Pélicans que ça puisse au moment d'un run pour aller en playoff. On a vu l'an dernier qu'ils avaient mis un run plus ou moins en place avec Holiday justement avant que la coupure NBA, puisque l'intégration de Zion plus Holiday qui était en forme, plus Ingram, enfin il y avait des petits pépins physiques Ingram je crois en décembre qui revenaient aussi bien. Ils avaient mis en place un beau run et je suis pas sûr qu'avec Eric Bledsoe à la main on puisse mettre le même genre de run en place. Donc moi je l'ai mis en factorise Bledsoe parce que j'ai un énorme point d'interrogation sur lui. En saison régulière il a montré qu'il allait faire 17 points, 5 rebonds, 5 passes. Et qui était capable tout simplement même de driver une équipe qui gagne, il est capable de faire gagner des matchs, mais par contre, dès que ça commence à se durcir les défenses et qu'il faut commencer à réfléchir sur un terrain, plus que juste un pick and roll ou une passe à Middleton et va te cacher dans le corner, Bledsoe, on l'a beaucoup moins vu réussir dans ce genre de situation. Et vu la tête de l'effectif et le manque de spacing, si Bledsoe n'est pas capable d'être intelligent et de réfléchir, ça peut vite tourner
tourner au trade, tout simplement. En tout cas, c'est une équipe que vous placez, comme je le disais, 11e de notre classement, parce qu'on a tous voté là au sein de l'équipe de Time Out. Voilà pour cet effectif des Pels. Il nous reste encore, messieurs, 3 franchises à voir à l'ouest. On va remonter encore un petit peu plus dans le classement cette fois-ci. On va même remonter totalement la map américaine. On va aller voir du côté de Minnesota. On va parler des Timberwolves avec Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell. Messieurs, que vous placez du coup juste au-dessus, que vous placez 10e de ce classement à l'ouest. C'est toujours difficile hein, à l'ouest de s'en sortir. Alors c'est un peu mieux que la saison dernière, forcément, où ils avaient pu récupérer le first pick en la personne d'Anthony Edwards. La petite stat intéressante que j'ai notée, on est du côté de Minnesota avec dans l'effectif là actuellement 4 joueurs dans le top 5 de la draft, que ce soit Karl Anthony Towns qui avait terminé premier, Ricky Rubio qui a terminé 5e à l'époque, on a Edwards qui a donc terminé premier cette saison, et puis le chouchou d'Angelo Russell qui avait lui terminé 2e de sa draft. On a un effectif assez intéressant aussi du côté de Minnesota. Intéressant, ok, mais est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher les playoffs et pour aller gratter un petit peu au-dessus? Seb, toi, les Wolves, pardon, c'est quoi le sentiment qui t'habite quand on te parle de Minnesota? Bah, j'y crois pas trop à cette histoire. Hein. Je le J'ai sentais bien. essayé pourtant. Je le sentais bien. J'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé parce qu'ils sont attachants, ces fans des Wolves. Ils sont attachants, mais là, non, moi, je pense que j'y crois plus. Après, Anthony Edwards est un joueur intéressant qui peut impacter tout de suite, je pense. Ça peut être sympa pour eux parce qu'ils en ont besoin. Malheureusement, moi, il y a toujours un gros problème, c'est que je ne crois pas une seule seconde à ce duo Anthony Towns et D'Angelo Russell. Encore plus loin, je ne crois pas en Karl Anthony Towns en tant que franchise player. Je pense que ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais je ne crois pas en son leadership. Je ne crois pas en lui dans les grands matchs. De toute façon, les grands matchs, il en a pas eu beaucoup dans sa carrière, mais je n'y crois pas une seule seconde. D'Angelo Russell, j'aime beaucoup le joueur. J'aimais beaucoup à Brooklyn. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon endroit pour lui, même s'il a tant milité pour y être. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. J'ai un sentiment partagé avec cette équipe parce que d'un côté, il y a un effectif que je trouve hyper intéressant. Ricky Rubio, on l'oublie, hein, mais quand Ricky Rubio ils sont embarqués, c'est quand même pas la même histoire, dans le bon sens du terme. Voilà. Maintenant, moi j'ai toujours un problème avec cette équipe. Si c'est comme l'année dernière, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas envie de jouer, bah là c'est fini. En fait, c'est une équipe totalement à double vitesse. Ils sont capables de montrer de très bonnes choses avec un jeu intéressant qui est très bon en demi-terrain. Et il y a des soirs où tu as envie de les baffer, quoi, parce que c'est à la limite de l'acceptable. Donc ça dépendra de quels Wolves on va avoir, mais je suis pas. Pour moi, à l'Ouest, il y a beaucoup, beaucoup plus fort qu'eux, beaucoup mieux construit. Et puis encore une fois, je suis désolé, hein, mais Karl Anthony Towns, pour moi, c'est non. Guillaume, je t'ai vu faire les gros yeux, même Théo, sur ces déclats. C'est vrai que Towns a pas mal c'est pas des détracteurs, mais voilà, des gens qui doutent un petit peu de son leadership. Ça, c'est source de débat depuis très longtemps maintenant. Est-ce que Seb les a mis 13e lui, de son classement? Toi, tu les vois un petit peu plus haut. Est-ce que tu les sens un peu mieux quand même, ces Wolves? On a dit un effectif assez intéressant. Est-ce que ça sera suffisant pour aller titiller un petit peu cette conférence Ouest? Moi, je les ai mis 10e dans mon classement. Je pense que ça peut jouer le play-in. Je les ai même mis avec un bilan positif. Oui, je suis un peu fou. J'ai mis 10 équipes avec un bilan positif à l'Ouest, mais ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Personnellement, Karl Anthony Towns, je crois en lui. Pour moi, c'est une arme offensive ultime. C'est l'un des 5 meilleurs joueurs offensifs en NBA quasiment pour moi. Bah, ouais, top 10. Parce que faut qu'après, je vais réfléchir, je vais avoir des noms qui vont arriver dans ma tête et regretter mes propos. Donc, on va dire top 10. C'est un joueur qui est capable de shooter, passer, dribbler, enfin, c'est capable de tout faire. C'est un excellent shooter au poste de pivot, c'est le meilleur, tout simplement. Et pour moi, ça, c'est extrêmement utile à une équipe. Et défensivement, il a montré par moments qu'il était capable de
réussir à défendre à un niveau normal. Je crois que la dernière saison complète qu'il a faite, donc il y a 2 ans, elle est average en défense. Il n'était pas un négatif comme il a pu l'être depuis le début de sa carrière. Donc moi, je crois vraiment en Karl Anthony Towns, même si les seuls grands matchs qu'il a joué pour l'instant, ce sont un match moyen contre les Nuggets dans le dernier match de régulière où il devait se qualifier, là, qui était comme un Game 7 il y a 3 ans. Et c'était une très mauvaise série contre Capella il y a aussi 3 ans, du coup. Mais mis à part ça, je pense que Towns a grandi, je pense que Towns a appris, je pense que Towns peut être vraiment une arme fatale et donner des maux de tête à beaucoup de coachs, que ce soit en playing, que ce soit en régulière. Et donc, je pense que cette équipe peut, enfin, en tout cas, que Towns peut mener une équipe à moins en playoff. Même si je les ai 10e, je les vois bien. Si sa mayonnaise prend, c'est l'équipe que je vois jump dans toutes les équipes que j'ai mis hors des playoffs. Les 3 joueurs que tu as choisis, toi, bon, on a bien compris, il y avait Towns, mais tu as pris d'autres joueurs. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 noms dont tu as sélectionné ce soir? Mais mon cher Yoni, il n'y avait pas Towns. Je devais juste remettre l'église au milieu du village parce qu'il y avait mon cher D'Angelo Russell dans la star. Parce qu'il j'apprécie fortement. Il sort d'une saison bizarre aux Warriors, puisque il se doutait bien qu'il allait se faire trader un jour ou l'autre. Et je pense que ça va être bizarre pour un joueur de se douter de ça. Il était dans une équipe qui est très mauvaise. Il a seulement remporté une 12aine de matchs, je crois, entièrement sur la saison régulière dernière. C'est vraiment extrêmement mauvais, même s'il a fait de bonnes stats, notamment un match à plus de 50 points contre les Timberwolves d'ailleurs. Et donc je pense que son adaptation va être très importante. Son jeu offensivement est parfait avec Towns. Je pense qu'il est capable de s'adapter à Rubio, vu que c'est un très bon shooter et qu'il n'est pas nécessairement capable non plus de vivre avec le ballon tout le temps, enfin, capable de spotter sans problème Russell. Et je pense que Rubio est capable de jouer avec ce genre de joueur. On l'avait vu avec Mitchell à l'époque à Utah où ça avait bien marché. Et je pense qu'on peut utiliser un petit peu la même comparaison, même si même si D'Angelo Russell est un petit peu plus un meneur. Et en Factor X, j'ai pris Edwards. Je ne l'ai pas pris en pépite, j'ai pris en Factor X Edwards parce que moi, j'ai des gros points d'interrogation sur ce joueur qui dit de ne pas être focus sur le basket, de ne pas aimer ce sport nécessairement. Ce genre de mentalité, on peut avoir des points d'interrogation dessus, même si je crois en lui, je crois en son talent. J'espère aussi qu'il sache défendre parce que sinon, ça va être compliqué. Et je ne serais pas étonné si Edwards commence 6e homme sa carrière NBA, même si c'est le pick number 1. Je ne serais pas étonné qu'il tente peut-être de mettre ma pépite Okogie titulaire, histoire d'équilibrer un peu le 5. Okogie qui a montré qu'il avait des capacités défensives élites. Et je l'ai mis en pépite parce que j'espère qu'il ne va pas tomber en tant que 4e arrière dans une rotation qui serait extrêmement offensive avec Rubio, D'Angelo et Malik Beasley qui passeraient devant lui dans la rotation. J'espère que ça ne va pas, et même Anthony Edwards qui va prendre aussi des minutes. J'espère que ça ne va pas arriver parce que Kogi a montré de très belles choses et un très bon joueur de complément à côté des autres joueurs que j'ai pu nommer avant. Et j'espère du coup que Kogi va être plus utilisé que ce qu'on attend peut-être, même si c'est aux dépens d'Anthony Edwards au début, voire aux dépens de Jared Culver, sur qui aussi j'ai de gros doutes, même s'il aurait pu être une des pépites pour se relancer après sa saison rookie ratée. Du coup, Théo, je suppose que tu auras aussi un avis sur les Timberwolves? Ouais, mais après, moi, les Timberwolves, j'aime bien ce qu'ils ont construit, même si le projet des Timberwolves, c'est de prendre 150 points, mais d'en marquer 160. Hein. Clairement, la défense, c'est le cadet de leurs soucis. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui peut être intéressante. Je trouve qu'ils n'ont pas fait une mauvaise intersaison. Je trouve qu'elle est même plutôt bonne entre l'arrivée de Ricky Rubio, la draft d'Anthony Edwards, l'arrivée de Rondae Hollis-Jefferson pour Yonim, ancien supporter des Nets, à qui ça doit faire plaisir. Et je pense que c'est une équipe qui se construit tout doucement. Là aussi, on va parler d'année 1 du projet, mais il y a beaucoup moins de temps qu'à Memphis. Je pense que Russell et Towns ont envie de gagner vite. Et voilà, après, je pense que l'association peut marcher. L'association des deux peut marcher. Maintenant, à eux de prouver qu'ils sont capables de mener une équipe au play-off au moins. Et vous les mettez, comme je vous le disais, donc 10e de votre classement en moyenne, messieurs. On va se faire une dernière pause jingle. Il nous reste encore 2 franchises à voir. C'est hyper intéressant cette émission. On va parler des Suns et des Warriors tout de suite. On se fait une toute petite pause et on termine cette émission spéciale Preview 2020-2021.
Et on est de retour pour cette toute dernière partie d'émission de Time Out. On parle ce soir des franchises qui devraient aller en play-in la saison prochaine. On en a vu 6 ce soir. Il nous reste les deux dernières pour cette dernière partie. On va voir la crème de la crème de cette émission, un petit peu ce que vous voyez de mieux là pour la prochaine saison. On va commencer, comme je vous le disais, messieurs, avec Phoenix, les Suns qui ont réalisé une jolie intersaison. On a beaucoup parlé de leurs arrivées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là du côté de Phoenix. On a forcément l'arrivée de Chris Paul qui a redistribué un petit peu les cartes. Phoenix, vous les voyez, je regarde le classement, vous les voyez, vous 9e, enfin on les voit 9e de cette conférence Ouest. Guillaume, bon, on se voit que Guillaume et Théo, ça s'agite. Guillaume, commençons par toi. Les Suns, c'est trop haut pour toi? Cette 9e place, est-ce que C'est trop bas. C'est trop bas pour moi. c'est trop bas pour Moi, toi? ce que je vois Chris Paul qui arrive dans une équipe qui a au moins au global autant de talent que le Thunder l'an dernier et à côté de lui un joueur plus fort que ce qui est Shai Gilgeous-Alexander ou Gallinari. Donc pour moi, ça va faire au minimum plus ou moins aussi bien. Parce qu'on va dire que l'Ouest est un petit peu, enfin, il y a deux, trois équipes comme les Rockets qui vont sans doute tomber, parce que moi dans mon prono ils sont 6e et je pense qu'ils vont tomber. Donc j'ai les Suns en tout cas 8e pour l'instant, voire 7e du coup si les Rockets tombent. Mais moi, je pense que ça va gagner. Enfin, Chris Paul à la main, ça va toujours gagner, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, depuis toujours, quoi, quasiment. Et Devin Booker à côté, il a envie de gagner et il va en être capable. DeAndre Ayton, il a raté 25 matchs pour suspension l'an dernier et quand il était là, c'était meilleur. Et pour moi, c'est aussi un facteur pour cette saison, il va faire une saison complète et pour moi, c'est aussi un facteur qui va le rendre meilleur. Sans parler de Chris Paul qui va lui, bien évidemment, le rendre meilleur aussi. La perte de Oubre est dommageable, mais dans la bulle, il n'y avait pas Kelly Oubre et c'est là où les Suns ont proposé leur meilleur basket avec 8 victoires. Ils jouaient avec Cam Johnson en 4, qui est un excellent shooter et ça avait bien marché, mieux même qu'avec Oubre qui a un peu besoin du ballon et qui est un shooter un peu plus irrégulier. Et je pense qu'ils vont reproduire la même chose cette saison avec des 3-4 qui sont de gros shooters, donc Bridges et Cam Johnson, avec Ayton en pivot, Chris Paul et balle en main, et Booker qui alterne balle en main, pas balle en main avec Chris Paul. Et je pense vraiment que ça peut faire de belles choses. Je l'ai mis 8e, mais je pense même que ça peut, si la mayonnaise prend vraiment, doubler le Jazz ou les Rockets en fonction de ce que les équipes font et comment la mayonnaise prend dans ces équipes. En tout cas, il y a une vraie hype effectivement du côté des Suns. Alors, personnellement, je te pose la question parce que je ne les vois pas aussi haut. Enfin, aussi haut, je ne les vois pas. Enfin, ça me semble être une hype un petit peu. Enfin, c'est de la hype. À voir comment ça va confirmer. Mais l'arrivée de Chris Paul, pour moi, ne change effectivement positivement cette franchise. Mais de là à en faire un réel contender même pour les playoffs à voir. La stat que tu as trouvé, Sébastien d'ailleurs, enfin trouvé, que tu avais Comment mentionné, ça? Si, trouvé. J'ai fait mes calculs avec ma petite calculette, s'il te plaît. et bah, je te félicite parce qu'effectivement elle est hyper intéressante. Je te la laisse la présenter, je vous l'affiche, mais ça représente plutôt pas mal ce que va être Phoenix l'année prochaine. Bah, Chris Paul, le braqueur, Chris Paul, aka Jacques Mérine. Oui, non, tout simplement, bah, un peu plus de 33% du pourcentage total des salaires de l'équipe. C'est évidemment le meilleur en NBA cette année, si on peut appeler ça le meilleur. Même un Gordon Hayward ne fait à côté une pâle figure, ce qu'il est qu'à 28%. Il a raté son braquage. Et donc, oui, bon, bah, c'est l'un des plus gros totaux de l'histoire de la NBA. Le numéro 1 revenant évidemment à Michael Jordan, qui en 97 représentait 55% du salaire des Bulls. Allez pas savoir comment c'était possible. Mais oui, non. La star pour moi, c'est Chris Paul dans cette équipe. N'en déplaise à Devin Booker, qui représente les Suns, qui les a portés dans des années compliquées. Parce que quand Chris Paul arrive dans une équipe, il prend forcément les clés du camion. C'est obligatoire, parce que c'est sa manière de jouer. C'est que comme ça qu'il peut réussir, en fait. Et c'est que comme ça qu'il a toujours joué. Il n'a jamais joué dans une équipe où ce n'était pas le patron, où ce n'était pas lui le coach quasiment. Même aux Clippers, enfin, enfin toujours, j'ai envie de dire, que les gens le veuillent ou non, il a toujours été le patron,
même derrière, dans les systèmes, quoi. Je veux dire, il change une équipe. C'est un des joueurs dans l'histoire les récents de l'NBA qui change plus une équipe quand il arrive. Moi, j'ai un doute aux Rockets quand même. Pour moi, c'était pas forcément Bon, le ok, patron c'était pas à mal parce Houston. qu'il Bon, respectait après, les au hommes. Rocket, c'est plus particulier, on va dire. C'est peut-être la Coach, il le parenthèse, quoi. respecte aussi. Il respectait plus Et le coach que les autres coachs qu'il a pu avoir, je pense. on va dire que C'est quand pour il ça. arrive dans une équipe normale, il change profondément la manière de jouer et il impacte profondément la manière de jouer. Et je ne vois pas pourquoi Austin ne serait pas la même chose. Je pense qu'avec mon facteur X DeAndre Ayton, ça peut faire un combo 1-5 qui va faire pleurer et qui va faire pleurer plus d'un. Maintenant, le gros problème de DeAndre Ayton, c'est pour ça qu'il est facteur X, c'est qu'il a du basket, mais il n'a pas de cerveau. Donc, s'il arrive à s'acheter un cerveau, il y a moyen que ce soit fort parce que c'est un joueur que je trouve qui est incroyable. On oublie, mais quand il joue, il fait des stats. Hein. Quand il joue, il est présent, il est athlétique, il prend des rebonds. Bon, le jeu au dos au panier, il faut qu'il le développe. Mais avec un mec comme Chris Paul, tu n'as même pas besoin d'avoir un jeu dos au panier. Avec Chris Paul, tu as besoin d'être bon en pick and roll et d'être athlétique. Et ça suffira. Et il aura 10 points en plus que ce qu'il faisait l'année dernière. Et puis surtout, l'arrivée de Chris Paul, elle apporte quelque chose de très important. Elle va apporter de la lumière sur le jeu off-ball de Devin Booker. Le problème de Booker, c'est qu'il n'avait pas le choix, mais il portait la balle énormément avec les Suns. Avec Il y Rubio, avait ça allait un peu mieux quand même. Ouais, mais enfin, il y avait quand même une fâcheuse Oui. tendance Ouais. à faire des 1 contre 1 un peu trop souvent. Je pense qu'avec Chris Paul, ce sera un peu moins le cas. En tout cas, j'espère. J'espère qu'on va pas tomber dans des jeux un peu stéréotypés où il y a 2 options en fait. C'est soit pick and roll Chris Paul, soit 1 contre 1 Devin Booker. Si c'est ça, ça va me casser les couilles parce que je trouve que l'effectif est vraiment bien construit. J'ai un peu de mal avec la défense par contre parce que bon, Chris Paul, d'accord, il est toujours dans les first team defense et tout, mais plus il vieillit, moins c'est le cas. Tu perds Aaron Baines qui a fait quand même une super saison l'année dernière. Il est un peu passé entre les mailles du filet, mais il a fait vraiment une super saison à C'est vrai. l'intérieur. Il n'est pas vraiment remplacé. Euh, Kelly Oubre, je suis d'accord hein, avec Guillaume, c'est quelqu'un qui porte plus la balle et peut-être ça va leur faire du bien d'avoir un peu moins ça. Et l'arrivée de Jake Crowder est très intéressante. Hein. Jake Crowder, je pense que si c'est le Jake Crowder qu'on a vu à Miami ou à Boston, ça peut être très très intéressant. En vrai, le vrai Strandy, quoi. Il défend et il met ses 3 et il est là et il apporte parce que défensivement, c'est un des seuls qui va vraiment pouvoir apporter vraiment tout de suite. Voilà, j'ai des doutes sur la défense, j'ai des Il doutes y a sur Bridges quand les. même. Bridges a montré en défense des choses très impressionnantes pour sa saison rookie l'an dernier. Ouais, mais je trouve que voilà, même Saric, tout ça, bon, je sais pas. Défensivement, j'ai un petit doute. Par contre, je pense que ça, c'est l'équipe League Pass de l'année prochaine. Euh, Ça peut être hyper intéressant. Je pense que ça peut monter très haut, en fait. Je pense que ça peut vraiment monter plus haut que 9, 8. Ça peut être 7, 6. Si la mayonnaise avec Chris Paul marche, ça peut aller très haut, quoi. Parce Ça peut que je suis totalement d'accord avec Guillaume. Chris Paul, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est gagné. Hein. Donc bon, je Ça vois pas peut pourquoi monter ça très changerait. haut comme DeAndre Ayton En playoff, hein. euh, avec, Oui, avec non, non. Ça va très haut en régulière. Après, bon. Attention. et effectivement l'équipe des Suns qui était une jolie surprise la saison dernière dans la bulle. Théo, tu ne m'en veux pas si je ne te donne pas la parole pour pour ces Suns-là, mais je me Euh, rattrape avec la meilleure équipe. On va enchaîner, on a déjà beaucoup débattu ce soir avec la meilleure équipe. J'espère que Sébastien aura moins de temps de parole la semaine prochaine quand même. Je demande que je te fais officiel, Yonim. S'il te plaît, respecte tes engagements. Bien, Je bien- le bien- fais. bien évidemment, je m'engage. Théo, on va parler de cette dernière franchise ce soir. On va remonter dans le classement. Alors, petit point intéressant, messieurs, quand on a fait les, euh, les catégories, on a divisé donc la ligue en quatre avec enfin, les équipes qui ne feront pas les playoffs, les équipes qui feront les play-in, les équipes qui feront les playoffs et enfin les équipes qui sont favorites pour le titre. On a mis les Warriors dans cette catégorie de play-in. Pourtant, vous le mettez et on a mis le Jazz dans les équipes qui feront de manière quasi sûre les playoffs. Pourtant, dans les classements, dans les moyennes, le Jazz est huitième et les Warriors sont septième. Preuve que les Warriors, vous y croyez vraiment, messieurs. Du coup, je vais te donner la parole, Théo. Je vérifie, toi, où tu les as mis. Je C'est les ai mis Warriors. 8e. Tu les as mis 8. Alors, il y en a beaucoup. Alors, par exemple, Seb qui les Jazz a mis 9e. 5. Non, 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 mais attendez, parce que là, je vais me faire baiser. Je les ai mis 5 Au moment de... avant la blessure de Klay Thompson. C'est vrai.
On l'a pas fait après? On n'a pas fait les Non, classements? non. Jamais de la vie, je les mets 5 sans Clay Thompson. Sa blessure était annoncée à la draft. On l'a fait après, sa blessure était annoncée à la draft, on l'a fait largement après la Non, draft. mais jamais. Non, Je mais c'est demande la impossible. VAR. Je demande la VAR. Voilà. Jamais de la vie, je mets les Warriors sans Clay Thompson 5e. Vous êtes Sache que fous, sur quoi. Internet, tout Oh se là là retrouve, là mon là cher là là. Sébastien. On sait que tu crois Euh, en Kelly Oubre, t'inquiète. Théo, Juste pour voir le ces Warriors, bon, en tout cas, il y a quand même on parle de la dernière équipe de la Ligue à potentiellement 7e, 8e. On est sur un gros step-up. Comment tu l'expliques? Comment tu peux l'expliquer à nos auditeurs? Et est-ce que toi, tu y crois vraiment en ce step-up? On sait que la blessure de Klay Thompson va fortement les handicaper, mais le retour de Steph Curry, l'arrivée de Wiseman, est-ce que c'est un vrai gros step-up pour toi? Bah déjà, tu demandes d'expliquer le step-up. Le step-up tient en un nom, c'est Stephen Wardell Curry. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu récupères Steph Curry, et que l'année dernière, en fin de saison, ton meneur, c'était Jordan Poole, bah, forcément, tu step-up parce qu'une fois qu'ils ont tradé D'Angelo Russell, ils n'avaient plus vraiment de meneur. Voilà, donc c'est pour ça aussi que quand bah, tu récupères un mec qui a été élu MVP unanime quand même, qui est peut-être le meilleur shooter à 3 points de l'histoire, en tout cas ça se discute, il fait partie de l'un des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire, qui est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, hein, donc c'est comme ça aussi que s'explique ce step-up. Donc non, moi j'y crois aux Warriors parce que je pense que Steph il va arriver énervé. Je pense qu'il va arriver énervé d'avoir joué que 5 matchs l'année dernière, que les Warriors fassent partie des pires équipes de la ligue et que on considère que si peu ses Warriors à lui. Donc moi j'y crois, j'y crois. Et puis je pense que l'addition de Kelly Oubre peut apporter quelque chose dans cette équipe. Maintenant, on va voir ce que nous propose Andrew Wiggins. Est-ce que c'est le Andrew Wiggins de Minnesota, un peu branleur sur les bords, qui se bouge pas en défense et qui joue dans des souliers en attaque alors qu'il devrait pouvoir imposer physiquement un peu plus? Ou est-ce que ce sera Andrew Wiggins tout énervé par Draymond qui va lui gueuler dans les oreilles, qui va lui dire bon bah maintenant c'est bon, t'as un physique qui peut te permettre de dominer toute la ligue, donc vas-y fais-le maintenant. Au bout d'un moment fais-le. Et du coup c'est ce qui va être intéressant aussi à suivre. Moi c'est ce qui m'intrigue le plus avec ces Warriors, ça va être de voir. On a à partir du trade D'Lo Wiggins, on a toujours dit Wiggins va step up dans le fonctionnement des Warriors, dans cette équipe-là, machin, avec des joueurs comme Steph Curry, comme Draymond Green, c'est sûr qu'il va step up. Bah, à lui de le montrer maintenant. À lui de montrer que dans ce système Warriors, il peut être la deuxième option offensive derrière le chef et de montrer que c'est plus qui mérite en fait son statut de numéro 1 de draft et son statut de contrat max. On mérite de se faire trader surtout. Guillaume, parle-nous toi de ton ressenti sur ces Warriors-là. Je vous mets la deep chart. Effectivement, on a Steph Curry à la main avec Wiggins. On a récupéré, donc Klay Thompson sera blessé toute la saison. On a récupéré Ken Bazemore au poste 3, Kelly Oubre aussi, puis une raquette avec James Wiseman qui était drafté là cet été. Toujours Eric Pasquale, Diamond Green aussi. Est-ce que tu les vois du coup toi plus haut et est-ce que vraiment tu crois en cet effectif-là? Est-ce que ça va y avoir comme disait Théo, une sorte d'orgueil du champion d'il y a quelques années pour retrouver les sommets et on sait voilà qu'il y a l'effectif pour. Steve Kerr est toujours là. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va être suffisant pour toi? Moi, le seul orgueil qu'on aura du champion, ce sera Curry qui va faire une saison exceptionnelle. Je le vois bien aller taper les 30, voire même les 33, 34, 35 points de moyenne sans problème. Parce que je pense qu'il va être bien inséré dans cette équipe. Oubre est un bon joueur de basket, il a été régulier. Si on a le Oubre des Suns, ça peut beaucoup aider les Warriors. Si on a le Oubre des Wizards, même de la dernière saison, ça peut beaucoup moins les aider. Wiggins, c'est un joueur sur lequel j'ai des interrogations immenses. Wiseman, c'est un pivot rookie qui va sans doute être titulaire. Et combien d'équipes sont allées en playoff avec un pivot rookie titulaire ces dernières années? Il y a Embiid qui est, on va dire, le contre-exemple quasiment unique. Sinon, c'est très, très compliqué parce que défensivement, il n'a pas vraiment les bases, Wiseman, à ce que j'ai pu lire. Donc, moi, je ne crois pas trop en lui non plus. Draymond Green, l'an dernier, c'était dégueu. Est-ce que c'est la fin de Draymond Green ou est-ce qu'il va revenir? Sachant que c'est un joueur qui, athlétiquement, est en train de beaucoup baisser, qui a son shoot qui s'est vu baisser l'an dernier, qui est un joueur qui est peut-être plus capable de jouer pivot par séquence. Sachant qu'en plus, le banc des Warriors sur les ailes,
bah, il n'y a personne, tout simplement. Enfin, je vois aucun joueur. À part si tu mets Oubre sur le banc, mais à ce qui paraît, ils veulent faire démarrer Wiggins et Oubre. Donc, c'est quoi? C'est Ken Bazemore, le meilleur remplaçant. Après, c'est Jordan Poole qui a shooté à 25% à 3 points l'an dernier. Il y a Pascal en remplaçant de Green et Looney en remplaçant de Wiseman. Et c'est Wanamaker, le cher meneur de Boston, qui a fait 2 bons matchs en playoff, qui va remplacer Stephen Curry. Et moi, j'ai des énormes doutes sur cette équipe. Je les ai mis 9e juste grâce au talent de Steph Curry dans mon pronostic. Mais ça ne m'étonnerait pas que si Curry rate 10 matchs, qu'ils en perdent 9 sur les 10 matchs que Curry rate. Et ça ne m'étonnerait pas que ce genre de choses les mettent directement, automatiquement hors des playoffs, juste parce que Curry n'est pas là pendant 10 matchs parce qu'il s'est fait une entorse à la cheville comme il s'en est fait tant. Et juste, ils perdent 9 des 10 matchs et c'est fini pour eux. Et ça ne m'étonnerait pas, malheureusement, même si je touche du bois pour que Curry fasse une saison complète parce que ça va être incroyable. Mais j'ai trop peur de ce qu'il y a derrière Curry. Seb, tu as la lourde tâche de conclure ce tour de table des Warriors et du coup Non, mais de cette émission. ils ont Toi qui tout les mets dit. cinq- Ils ont tout dit. Toi qui les mets En fait, cinq- là- toi qui les mets Non, cinquième. non, non, mais là, il y a mensonge. Il y a mensonge, je me suis trompé. Je voulais écrire autre chose. Mais non, en fait, c'est bien, il faut me passer à la fin parce que quand ils disent tout, j'ai plus rien à dire. Mais non, non, je suis totalement d'accord avec eux. Contrairement à ce que j'ai mis, j'ai du mal à y croire. Moi, je pense que ça manque clairement de talent derrière les principaux talents. Par contre, juste sur Draymond Green, Draymond Green, l'année dernière, il était pas bon parce qu'il n'avait pas envie de jouer. Et qu'en même temps, il n'y avait pas grand-chose pour lui donner envie de jouer. Il préférait être sur Inside the NBA que sur un terrain de parquet, sur un parquet. Quand il a envie de jouer, je pense que c'est quand même un facilitateur de jeu qui est quand même Oui, essentiel. le cerveau est là, le cerveau sera toujours là, la motivation sera là. Attention, le physique et le shoot, parce que ça fait quand même 2 ans que ça régresse déjà un peu. Enfin, il y a 2 ans, c'était déjà en train de régresser, surtout en régulière, donc attention. À voir. Mais je suis d'accord. Moi, attention. Par contre, si les Warriors finissent à une place intéressante, Stephen Curry est MVP. Hein. Vraiment. Parce que là, ça sent la. Comme tu as dit, que c'est 38 points de Curry en moyenne, oui, ça Ça va sent, y aller fort, hein. ça sent quand même la saison, le revenge tour où il attaque et il fait mal, quoi. Mais pour moi, je suis d'accord avec Guillaume. Derrière, c'est abyssal, quoi. Ken Bazemore, il était passable il y a 5 ans. Bon, ça va encore, il s'est shooté, mais le Oh, pire, c'est ce qui est derrière. franchement, l'année dernière, il n'a pas été dégueu à Sacramento. Après, quand Oui, t'as oui, c'est pas horrible, Ken Bazemore, mais c'est ce qui est derrière. Enfin, Jordan Poole, il est Et nul. puis attendez, non, mais attendez, Brad Wanamaker, moi je l'ai vu. Hein. Ouais, il est Wanamaker, nul. il s'est tapé une super réputation et tout. Mais Ouais, il enfin, est nul. c'est pas un joueur incroyable. C'était un joueur de relique pendant 10 ans. Troisième Euh, meneur, en fait. C'est un comme troisième tous les meneur. joueurs qui sont passés sous Brad Stevens, il a fait une bonne saison parce que ce type, il a réussi à bien le faire jouer. Donc, faut arrêter de croire que c'est devenu. C'est Terry Rozier bis. Hein. Si c'est pour nous retaper, enfin en moins C'est bon bien moins encore. bon. En Moins moins bon. talent. Moins C'est un talent. peu le même principe, quoi. C'est dire le niveau du. Pour finir, il faut dire ça. Les GM, il faut arrêter de faire confiance aux petits talents de merde de Boston que Brad Stevens élève à chaque fois. À chaque année, il y en a un. Chaque année, il y en a un mec qui plonge dedans et qui met 20 millions. Regardez Miami avec Kelly Olynyk, c'est ça. Bon. Arrêtez de mettre 20 millions sur les remplaçants de Boston. Ça sert à rien. C'est une Axel Toupane. Axel Toupane va percer vu la gueule des lignes arrière, hein. Parce que bon, les noms, je les sors rapidement. Michael Mulder, Kane Bazemore, Axel Toupane, Brad Wanamaker, Jordan Poole, Nico Mannion et Damian Lee, hein. Voilà les arrières remplaçants les guards remplaçants côté Warriors, hein. C'est des beaux noms, hein. Après, s'il y a une équipe qui a réussi ces 5 dernières années à chaque année nous sortir un mec inconnu qui s'intégrait dans le système et qui arrivait à donner ses 8-9 points, c'est les Warriors. Tous les ans, Alors, il y en ça, avait je un. l'entends, mais tu perds Livingston et Iguodala par rapport à il y a 2 ans, parce que l'an dernier, ça compte pas. Et Livingston et Iguodala, Ah, c'est des pièces très importantes ça aussi jouera du pas le succès. titre, on est d'accord, mais bon, ça peut. Enfin, en tout cas, selon les classements que vous avez fait, malgré ce cinquième rank de Seb, voilà, il y a quand même un step-up par rapport à la C'est saison aussi plus dernière. voleur que Gordon Hayward à nous dire qu'il l'a fait avant la draft, hein. Voleur. Non, 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 là, il y a une erreur, je suis désolé. La VAR. Je demande la Elle vient VAR, de toi, Yannick. l'erreur. Elle vient de toi. On confirme ça, t'inquiète pas sur Internet. Tout reste, justement, cette émission va rester sur Internet, messieurs. On va terminer là-dessus cette émission fleuve, toujours très intéressante de discuter basket avec vous. Je vous le rappelle en conclusion que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et aussi et surtout sur YouTube avec tous les visuels. C'est toujours plus agréable de voir un petit peu tout ce qu'on a dit résumé dans les visus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Messieurs,
On se retrouve pour la plupart pour la prochaine émission pour parler des équipes qui vont aller en play-off. On enregistre ça très prochainement. On se donne rendez-vous sur les réseaux. Et puis... Théo n'a pas eu le droit à la parole sur les Suns. Moi, je le soutiens. Théo, je te Sébastien soutiens. out. C'est la faute de Sébastien. J'aurais... Maintenant, Bah, écoute, prochaine émission, on met un timer. On met un petit timer en dessous. Au moins, ça fera du montage à Yonim. Et on met un timer pour moi. Et à la fin, ça sonne et j'ai plus le droit de parler. On réglera ça en interne. L'horloge des 24. On lui met l'horloge des 24. C'est un effectif qui joue le titre. Forcément pour Sébastien, parce qu'il a mis les Warriors 5e. On réglera ça en interne. Les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez toujours de plus en plus nombreux. Bientôt le début de la saison. Nous, on sera prêts. J'espère que vous aussi. Rendez-vous sur les réseaux. Encore une fois, les gars, bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Ciao. Also an open up